Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'École nationale des chartes. Je suis ravie d'accueillir ce soir pour cette nouvelle conférence du cycle Grande Voix, un habitué de ce cycle Grande Voix, Yves-Marie Bercé, directeur honoraire de l'École des chartes, membre de l'Institut, professeur émérite à Sorbonne Université et grand historien moderniste, dont, comme chacun sait dans l'auditoire ici présent, que la liste des ouvrages dont il est l'auteur est impressionnante et il me serait bien difficile de la rappeler tout entière ce soir et d'ailleurs je ne m'y risquerai pas. Je souhaiterais tout de même insister, cher Yves-Marie, sur le rythme de publication très impressionnant qui est le vôtre, avec au moins un livre paru chaque année, et l'an dernier aux mêmes éditions que l'ouvrage qui va nous occuper ce soir, donc aux éditions du Cerf en 2023. Vous aviez par exemple fait paraître une monographie qui portait, donc je cite, sur Bon Prince et ministre haïssable au XVIe, XVIIe siècle, une thématique très politique et peut-être non sans lien avec l'actualité, les actualités politiques que nous pouvons connaître. Mais ce soir, c'est du beau et très original sujet des enfants prodiges à l'époque moderne que vous allez nous entretenir. En tout cas, voilà, une thématique politique l'an dernier, un sujet plus culturel, social cette année. Ça me permet d'insister encore une fois sur la virtuosité qui est la vôtre, la virtuosité avec laquelle vous passez d'un sujet à un autre, d'une thématique à l'autre, grâce à des volumes toujours nourris en bon chartiste que vous êtes, sources d'archives et sources littéraires à l'appui. Voilà qui force vraiment l'admiration. Alors revenons sur le sujet de la conférence de ce soir, Les enfants prodiges, donc ouvrage paru donc au Cerf, éditions du Cerf en 2024. J'en profite pour signaler que le livre est disponible au sortir de cette salle, à l'achat, et avec la possibilité très précieuse, c'est un des avantages de ces conférences, de se le faire dédicacer à l'issue de la conférence par l'auteur, en l'occurrence par vous. Comme nombre de vos ouvrages, ce nouveau livre nous projette à la fois dans l'histoire et au cœur de débats très contemporains, puisqu'il est il sera en l'occurrence question de l'inné et de l'acquis, donc à travers cette question des prodiges, des effets potentiels de l'origine sociale, de l'importance de l'environnement familial, de l'importance enfin de l'éducation. Des débats très actuels, vous le sentez toutes et tous, dont témoigne par exemple le très grand intérêt en ce moment pour les sciences cognitives, on ne parle que de cela, ou encore la place ou non à accorder aux enfants dits précoces ou autres profils, donc selon l'appellation consacrée HPI, à haut potentiel intellectuel. Donc ce sont là des questions sur lesquelles vous allez pouvoir nous éclairer, en l'occurrence pour l'époque moderne, en historien de cette époque, certes, mais aussi en historien du social, en historien des mentalités, des imaginaires, des représentations, secteur de la connaissance auquel vous avez toujours accordé dans vos travaux, dans vos analyses, une importance particulière. En effet, s'agissant de cette société occidentale de l'époque moderne, quels sont les facteurs, les critères qui font que tel ou tel profil d'enfant pu être analysé comme étant celui d'un génie, d'un profil hors norme? Certains domaines du savoir ou des arts étaient-ils à cette époque privilégiés? Et par ailleurs, cette attention que vous détectez et décrivez s'agissant de profils types, je pense tout particulièrement au profil encyclopédiste ou aux musiciens surdoués, a-t-elle de tout temps existé? C'est une question qu'on peut se poser. Et enfin, une fois cette précocité détectée, donc la précocité a-t-elle été unanimement saluée, analysée comme un facteur positif pour l'existence de l'individu concerné? Aujourd'hui, c'est le cas, mais est-ce qu'il en a toujours été ainsi? Donc les questions, nous le sentons bien, ne manquent pas et nous avons, je crois, toutes et tous ici ce soir, hâte de vous écouter sur ce thème à la fois passionnant, il me semble toujours d'une extrême actualité. Donc un très grand merci pour votre présence ce soir dans votre maison sur cette actualité éditoriale qui la vôtre. Un grand merci pour cette conférence, Yves-Marie Bercé. Merci à vous. Merci, chère amie, chère directrice. Et une fois de plus, je suis bien sûr heureux que vous m'accueilliez et de parler, bien sûr, dans cette maison, alors qui est plus... Enfin,
bien sûr, est toujours la même pour le cœur, mais qui n'est pas la même pour les lieux, si vous voulez. Mais enfin, on transporte, si vous voulez, la recherche de la Sorbonne, enfin, de la place de la Sorbonne à la rue de Richelieu, sont toujours des lieux de science et de recherche. Alors merci infiniment, et je vais vous parler des enfants prodiges. Peut-être beaucoup d'entre vous l'ont été. Moi, je n'ai pas été, j'étais assez mauvais en mathématiques, par exemple, mais je vais essayer d'en parler tout de même. Les merveilleuses et rares aventures d'enfants prodiges sont peu visibles par l'histoire. En effet, si des œuvres de peintres ou de compositeurs juvéniles peuvent matériellement subsister, les enchantements de leur voix, de leurs concerts, leurs exploits oraux, de mémoire, d'éloquence ou de calcul sont inévitablement perdus à jamais. On n'en peut connaître que des anecdotes fabuleuses et amusantes qui relèvent de la petite histoire, ou, pour mieux dire, de l'étude des comportements culturels. Des bribes en ont été retenues, on peut les rechercher dans des travaux d'historiens de l'art, de musicologues, dans des dictionnaires académiques, dans des annales professionnelles de juristes ou de théologiens. Malgré ces difficultés, le sort que chaque époque a réservé à ses enfants prodiges a fait l'objet d'une exposition puissamment originale organisée par Michel Saquin, consoeur chartiste, à la Bibliothèque nationale en 1993. Le catalogue et commentaire de cette exposition était intitulé « Le printemps des génies, les enfants prodiges ». Il envisageait ce phénomène social insolite dans un immense arc de temps, et je lui dois la découverte de ce sujet. Très modestement, j'ai limité dans ce présent livre au seul temps moderne, et je tiens à ne le présenter que comme un essai. Les historiens, les philosophes et les médecins, depuis l'Antiquité, s'étaient interrogés sur les causes et les signes des capacités des individus, soit qu'elles restent dans les normes communes, soit qu'exceptionnellement elles les dépassent. Ces médecins antiques avaient mesuré et précisé les étapes ordinaires de l'existence, les âges des premières acquisitions, de la croissance, de la maturité, des épanouissements et puis des décrépitudes. Aux deux extrémités de l'espèce humaine, on remarquait l'abêtissement presque animal de certains individus, rattachés, si vous voulez, à l'animalité, et puis chez d'autres, un génie d'apparence surnaturelle. Ces types extrêmes contrastés trouvent-ils leur origine, dans l'hérédité des parents, ou bien plutôt résulte-t-il, dans les années d'enfance, d'une absence d'éducation, ou tout au contraire, du zèle de très bons instituteurs? Autrement dit, l'intelligence et l'imbécilité trouvent-elles leur cause dans la transmission génétique ou dans les modalités de l'éducation? Alors, à l'époque de la Renaissance, les lettrés redécouvraient les conceptions antiques et les soumettaient à critique. Les navigateurs abordaient des terres et des peuples inimaginables. Les questions essentielles de l'inné ou de l'acquis devenaient à ce moment-là pertinentes et pouvaient devenir des sujets de débat. C'était effectivement, au XVe, XVIe siècle, que venaient à être découverts et exposés des cas extravagants d'enfants prodiges, c'est-à-dire des cas d'enfants qui, dans leur plus jeune âge, dépassaient les normes d'évolution telles qu'elles avaient été établies jadis par les médecins et telles qu'elles étaient admises par l'expérience commune.
Il ne semble pas que de tels avatars du genre humain aient été envisagés auparavant, je veux dire dans l'Antiquité. Un enfant très doué, capable de discours insolites, était alors dit puer doctus ou puer senex. Ce qualificatif puer senex d'enfant vieillard le dépréciait comme une anomalie qui aurait contredit le bon sens et les étapes convenables de l'espèce. Quant au premier siècle de notre ère, plutôt vers le début du deuxième siècle, Plutarque recueillait dans les vies parallèles des anecdotes d'enfance d'hommes illustres. Il n'entendait pas identifier des formes biologiques de précocité. Il voulait seulement donner à lire des actes, des paroles de futurs héros, des anecdotes juvéniles qui étaient restées inaperçues dans l'instant et qui prenaient un sens rétrospectivement du fait du grand destin qui ensuite avait été celui de ces héros. Imprimé à la fin du XVe siècle, puis traduit au XVIe siècle par Amiot en français, multiplié, le texte de Plutarque allait être lu avidement par des générations de jeunes lettrés. Il n'y trouvait pas une théorisation des étapes de la vie, mais tout simplement une plaisante lecture. On lisait Plutarque comme un roman distrayant et édifiant. Le regard des chroniqueurs de la Renaissance était tout à fait différent. Lorsqu'ils venaient à rendre compte de cas de fabuleuse précocité, ils cherchaient désormais à leur assigner une place exacte dans le champ des possibilités humaines, voire à leur attribuer parfois une origine fantasmatique, providentielle ou magique. Le cas le plus fameux, le plus répété dans la postérité, est incontestablement celui de Giovanni Pico della Mirandola, 1463-1494. Pic de la Mirandole était né dans une souche seigneuriale de la basse plaine du Pô, la Mirandole, famille comtale, vassal des Est, duc de Ferrare. Son père, puissant condottière, passait son temps chevauché et mourut alors que l'enfant avait 5 ans. Ce fut donc sa mère, Giulia Boiardo, issue d'une noble et riche famille de lettrés, qui, toute seule, éduqua ce tardillon. Elle avait plus de 40 ans quand elle le mit au monde. Elle lui apprit à parler à 2 ans. Des précepteurs lui enseignèrent bientôt après le latin, la religion et la poésie. Il avait 9 ans lorsqu'elle le conduisit à la cour de Mantoue, où elle le présenta au savant et puissant cardinal Gonzague, frère du duc de Mantoue, qui était le représentant de la papauté dans les monarchies scandinaves. Ce cardinal Gonzague accorda au jeune Giovanni Francesco sa protection et lui fit obtenir une prébende ecclésiastique bien avant l'âge requis. À 10 ans, il était protonotaire apostolique. Quand il eut 15 ans, sa mère s'établit avec lui à Bologne, où elle le destinait à une carrière d'église. Elle mourut l'année suivante, 1679, 6 mois après. Le jeune Giovanni Francesco préféra passer de Bologne à Ferrare. Il abandonna le droit canon et choisit d'étudier le grec et la philosophie à la faculté des arts de Ferrare. Le haut rang de sa naissance le faisait bientôt accueillir aux cours princières de Ferrare, de Mantoue, de Florence. Il tenait des conférences, soutenait des disputes intellectuelles dans les palais et jusque dans les places publiques. À peine sorti de l'adolescence, il était déjà reconnu comme une sorte, c'était dit, de bibliothèque vivante, maître en toutes sortes de disciplines, écouté, consulté, connaisseur de tout domaine, l'ordre du monde, la dignité humaine, l'astrologie,
de omne re sibili, de toutes choses connaissables. Son œuvre philosophique fut interrompue par sa mort à 31 ans. Mais elle put survivre grâce à un de ses nobles cousins qui écrivit ses souvenirs et réunit les œuvres philosophiques de son illustre parent. Elles furent publiées seulement à Bâle en 1572. Ses exploits de controverse, ses plaisanteries savantes, sa réputation d'omniscience le firent passer en légende. Alors, je vais vous montrer le premier portrait fantastique, imaginaire bien sûr, de Pic de la Mirandole. Il passe en légende, ainsi on raconta qu'à sa naissance, sa mère avait été entourée d'un merveilleux cercle de flammes. La postérité, représentée là par le tableau de Paul Delaroche, 1842, qui est au musée de Nantes, le transforme, comme vous voyez, en parangon des savoirs. Alors, il a 2 ans et sa charmante princesse, sa mère, qui ne marque pas ses 40 ans, lui enseigne, vous voyez, à lire. Et alors, Paul Delaroche, vous le connaissez sans doute, on lui doit des images évidentes, l'assassinat du duc de Guise, Bonaparte passant les Alpes, c'est toutes des images historiques qui sont reproduites dans nos mémoires, si on peut dire, et qui sont fixées par Paul Delaroche. Et alors là, Pic de la Mirandole devient, c'est évident, un parangon des savoirs. Il est devenu une sorte de précurseur des champions de jeux radiophoniques, ou bien un prototype de l'intelligence artificielle. Il faut admettre que l'étude historique, l'histoire, ne peut rien enseigner sur l'apparition ou sur la distribution du génie. Ce que l'histoire peut enseigner, sur ce quoi elle a prise, c'est les circonstances, l'environnement de ces personnages géniaux, leur milieu social, leur époque, les moyens d'expression, des réputations. Elle peut d'abord suggérer qu'une longue lignée d'artistes et de lettrés puisse être la principale condition d'apparition de talents exceptionnels. D'autres facteurs d'origine sont les cercles de famille et de lieux, l'affection, la conviction des parents et du voisinage. Intervient ensuite une phase décisive qui est l'information d'un puissant personnage qui va lui accorder sa protection. La célébrité du cas peut alors s'étendre dans toute une province, atteindre une grande ville, une capitale bien au-delà. Compte bien aussi, évidemment, les conditions publiques de circulation et de paix dans le moment de la célébrité du personnage. Et puis encore, bien sûr, sa bonne santé et sa survie. Alors, pour parler d'exemples, je vais envisager quelques heureuses généalogies de noms fameux. Les Couperins. On rencontre des Couperins dès le XVe siècle. Ils étaient laboureurs à Chaumes-en-Brie, petite cité fortifiée, proche du château royal du Vivier, à Trésigny. Ils possédaient des champs de blé. Ils étaient aussi en même temps notaires et gestionnaires de biens seigneuriaux. Mathurin Couperin, né en 1569, exerçait ses fonctions lucratives, mais en outre, dès l'âge de 17 ans, il avait été reçu maître joueur d'instruments, habilité à jouer dans le bailliage de Melun, à tout marché, conventions, noces et banquets. 2 générations plus tard, il se trouva que le châtelain de Chaumes-en-Brie fut lui aussi musicien, claveciniste du roi, et qu'il ait été souvent témoin des aubades champêtres des Couperins. Il fit monter à Paris Louis Couperin et lui fit obtenir une charge d'organiste de l'église Saint-Gervais. Le fils de Louis, François, né en 1668, était formé en famille à la musique bien avant
de savoir lire ou écrire. Il était favorisé dans la maisonnée car ses parents avaient reconnu qu'il était plus doué que ses frères et sœurs aînés. Ses dons étaient assez exceptionnels pour qu'à l'âge de 9 ans, alors que son père venait de mourir, il puisse être admis à sa survivance dans sa charge d'organiste de Saint-Gervais. Il commença à y jouer et à s'y perfectionner, à 9 ans donc, sous la tutelle de Michel Richard de Lalande, qui lui avait 20 ans à ce moment-là, en attendant que le pupille accède à l'âge requis. Bien plus tard, parvenu aux charges de la chapelle royale, François Couperin devint lui-même compositeur. Il est estimé le plus grand claveciniste de l'époque Louis XIVienne. Il était l'arrière-petit-fils du Mathurin, violonneux des fêtes campagnardes du temps de Henri IV. Une autre saga familiale du temps de Louis XIV est celle des Jacquet. À la fin du XVIe siècle, un Mathieu Jacquet était maître maçon à Paris. Maître maçon, c'est-à-dire architecte et entrepreneur. Il comptait dans sa parenté plusieurs facteurs d'instruments, épinette, clavecin, orgue. Son fils fut le premier organiste de la toute nouvelle église de Saint-Louis-en-l'Île, qui venait d'être construite. Une sienne fille, Élisabeth, née en 1665, arrivée tout juste à ses 4 ans, était déjà mise au clavecin et à l'orgue. L'année suivante, en 1670, son jeu était assez brillant pour que son père ose la présenter au roi, qui, dit-on, en fut charmé. Dans l'assistance se trouvait la nouvelle maîtresse du roi, la belle marquise de Montespan, qui décida sur le champ de demander à ses parents d'attacher la fillette à sa personne. Élisabeth Jacquet fut donc pendant 4 ans, et elle avait donc 4 ans aussi, elle va donc de l'âge de 4 ans à l'âge de 8 ans, elle sera logée et choyée chez la marquise, qui se plaisait à l'entendre au clavecin et au chant. La petite Élisabeth jouait constamment dans les fêtes de cour, les gazettes mondaines de Paris donnaient écho à ses spectacles. À 12 ans, elle écrivait des poèmes à la louange du roi, et on lui faisait jouer des parties de clavecin dans divers appartements du Louvre. En grandissant, elle se mit à improviser, à écrire elle-même des pièces pour le clavecin, et même à moins de 20 ans, elle composa un petit opéra qui fut offert au dauphin. Elle s'était ainsi affranchie des convenances de genre qui limitaient les talents féminins à l'exécution et ne leur accordaient pas la capacité de composer. Son œuvre, donc de compositrice, à sa maturité, est connue sous son nom de mariage, Madame Élisabeth Jacquet de la Guerre. La naissance et l'enracinement d'une tradition familiale, là dans des exemples de musique, se vérifient pareillement dans la maîtrise précoce des mathématiques. Au XVIe siècle, les Bernouilly sont une famille marchande d'Anvers, enrichie dans le commerce des épices. Vers 1650, Nicolas Bernouilly choisit de s'établir à Bâle, étape du trafic rhénan qui s'étendait aux aires commerciales allemandes et françaises. Il entendait envoyer son fils Jacques, né en 1654, étudier la philosophie et les langues, connaissances nécessaires pour lui succéder dans son commerce le jour venu. Or, le jeune garçon, Jacques, avait découvert des livres de mathématiques et de géométrie, c'est-à-dire les éléments d'Euclide, et ne voulait plus en sortir. Il se brouilla avec son père et choisit de fuguer. Il partit, à l'âge de 18 ans, chercher refuge à Genève, où il essayait de survivre avec des gages de simples répétiteurs.
C'est ainsi qu'en 1678, il fut recruté par le banquier Waldkirch, caissier de la bourse allemande de Genève. C'est ainsi qu'il devint le précepteur de sa fille, Esther Elisabeth Waldkirch, née en 1660. Ce fut la rencontre étonnante de deux enfants prodiges. La jeune fille, Esther Elisabeth, était aveugle depuis un accident survenu au berceau. Dans l'enfance, elle avait appris l'allemand, bien sûr, et le français, le latin, le hollandais et l'italien. Elle jouait du violon, de l'orgue et chantait à plaisir. Il s'agissait maintenant de la faire progresser en mathématiques et de lui apprendre à écrire. Le père, qui était très riche, fit fabriquer des lettres de bois en relief dont elle allait mémoriser les formes. Il revenait au jeune Bernoulli de rédiger pour son élève, ou bien de rédiger avec son élève elle-même, une méthode d'enseignement des mathématiques pour les aveugles. On raconte que par la suite, les voyageurs de passage à Genève se devaient de visiter la maison Waldkirch et qu'ils s'y trouvaient obligés de converser avec la jeune Esther Elisabeth. Il n'y a point de quartier, il faut toujours parler latin avec elle. Quant à Jacques Bernoulli, réconcilié avec sa famille, il se fera quelques années plus tard connaître par ses travaux sur le calcul infinitésimal, sur la mécanique des comètes. La famille Bernoulli, d'ailleurs, l'exemple le plus extraordinaire d'une généalogie pluriséculaire, puisqu'ils ont une très longue postérité. Déjà, à la génération de Nicolas Bernoulli, il y avait 3 frères, tous mathématiciens. Il y a des Bernoulli par dizaines, enfin des descendants des Bernoulli aujourd'hui, au XXIe siècle. Et au XXe siècle, dans les descendants, il y a eu 3 prix Nobel de mathématiques et de physique chez les descendants de Bernoulli. À l'adolescence des enfants prodiges, le choix des études semblait susciter souvent, on l'a constaté là, un conflit familial. Les pères n'imaginaient pas que leurs fils ne suivent pas leurs traces. Ils estimaient que, comme eux jadis, en leur propre jeunesse, ils devaient s'engager dans des études convenables, celles qui assurent un emploi par le droit ou par la théologie. Les pertes de temps en musique ou en mathématiques étaient toutes deux également malvenues. Ainsi, le père de Blaise Pascal, autre officier de finance, avait en 1635 caché les éléments d'Euclide de peur, 13 volumes, de peur que le jeune garçon, 13 chapitres plutôt, de peur que le jeune garçon, alors âgé de 12 ans, ne les aborde prématurément. Il doit y avoir des images classiques. Alors ça, on peut supposer que c'est le jeune Bernoulli découvrant un livre de mathématiques. Là, c'est aussi un jeune lettré qui découvre des livres qu'il connaît bien avant que les libraires puissent en disposer. Ça, c'est un autre exemple, si vous voulez, d'enfant prodige, c'est Jésus devant les docteurs. Alors voilà, ça c'est une image traditionnelle montrant Pascal surprenant, le père Pascal surprenant son fils Blaise, âgé de 12 ans, en train de recomposer les figures d'Euclide en les recomposant sur les traçant à la craie sur les pavés de leur maison. De même, pour entraver un dévoiement musical, un père prudent interdisait l'entrée dans la maison d'instruments de musique et contrôlait l'usage de chandelles afin d'empêcher l'enfant d'aller la nuit se réfugier dans un grenier pour y jouer en cachette et en sourdine pendant que toute la famille était endormie. Ce type d'anecdote de l'enfant musicien qui va jouer la nuit dans un grenier revient dans plusieurs récits d'enfance de musiciens. Le plus célèbre concerne Georg Friedrich Händel,
né en 1685, habitant dans l'enfance à Halle, en Saxe-Anhalt, où son père était un simple chirurgien. Avec la complicité de sa mère, l'enfant s'était procuré une épinette et un petit clavecin pour jouer la nuit venue dans une mansarde à l'écart. Le père tentait d'entraver ses fantaisies, mais il ne pouvait pas empêcher son fils d'aller à l'église et d'y écouter les orgues. Alors, j'ai manqué, alors, je ne sais pas où est. Voilà. Alors ça, c'est Handel, c'est l'image traditionnelle. Le jeune Handel, surpris par ses parents dans un grenier en train de jouer en sourdine. Le père, donc, ne pouvait pas empêcher son fils d'aller à l'église écouter des orgues. Tout petit garçon, George Friedrich, avait réussi à se faire connaître de l'organiste et même dans sa 9e année, à lui soumettre et faire jouer des compositions de sa façon. Le père, informé par l'organiste, dut admettre les progrès merveilleux de son fils. Des aventures semblables accompagnent les jeunes années de Christoph von Gluck, 1714-1787. Son père était maître des eaux et forêts du duc Lobkowitz en Bohême. Son père avait banni la musique de chez lui de sorte que le fils devait se limiter à jouer en secret de la guimbarde. Un instrument populaire consiste en une simple lame vibrante enfermée dans une petite boîte. En italien, ça s'appelle scacciapensieri, c'est-à-dire chasse ennui, chasse pensée. L'été, il allait servir de violonneux dans des fêtes de village où on le récompensait en œufs et en jambon. À 16 ans, lui aussi, il fugua et disparut pendant plusieurs mois. Marchant par les chemins, il jouait du violon dans les fermes où il était logé et nourri, ou bien dans des villages où le curé catholique lui confiait l'orgue de son église. Il ne renoua avec sa famille qu'au bout d'1 an, acceptant enfin d'aller étudier à l'université de Prague, puis sur ses 20 ans, à tenir des fonctions de maître de chapelle, la famille Melzi, auprès d'un riche armateur à Vienne, puis à Milan. Des débuts plus heureux étaient possibles lorsque les parents, convaincus des dons extraordinaires de leur enfant, réussissaient à le présenter à un grand personnage qui, ébloui à son tour, doterait l'enfant de moyens d'argent, de protection institutionnelle pour lui permettre de poursuivre sa formation et de faire retentir son nom. Cette médiation sociale reflétait bien sûr les conventions de hiérarchie, de pouvoir et d'estime propres à chaque époque, à chaque territoire. Mauritius der Gelehrte, Maurice le savant ou le lettré, landgrave de Hesse-Cassel, amateur de théâtre et de musique, avait coutume en voyage dans son territoire de séjourner à Weissenfels, carrefour de route sur les rives de la Saale, et d'y loger dans la riche auberge Zum Schützen, c'est-à-dire aux archers ou aux chasseurs, faisant jeu de mots avec Schütz, le nom de l'hôtelier. Cet homme avait 8 enfants, tous musiciens. Le plus doué, Heinrich, 1585-1672, était instruit par l'organiste de l'église luthérienne et chantait dans les chœurs. Il avait 10 ans lorsque le duc logé à l'auberge fut enchanté par sa voix de soprane et offrit aux parents de l'emmener à Cassel, à la Hofschule Collegium Mauritianum, école de la cour princière. À 14 ans, sa voix avait mué, il continua sa carrière dans la chapelle ducale. La bienveillance du duc accompagna constamment le jeune Heinrich d'étape en étape, à Cassel, puis à Marbourg, et enfin à Venise, où il s'initia au madrigal, devenant le premier compositeur qui introduisait le goût italien dans la culture allemande de composition. Ce modèle du mécénat aristocratique à la recherche de jeunes talents à promouvoir peut être illustré par beaucoup d'autres exemples. En ces temps,
Il ressemblait à l'intrigue des contes de fées où ces merveilleuses marraines veillent aux heureuses réussites de leurs filleuls. Le rôle particulier de la mère dans l'éducation du jeune âge et dans l'intuition immédiate des qualités spécifiques de leur enfant est souvent évoqué de nos jours par des virtuoses lorsqu'ils viennent raconter leurs souvenirs. Soit jadis l'entomologiste Karl Linnaeus ou Linné, 1707-1778. Il avait pour père un pauvre pasteur de village qui rêvait de voir son fils devenir un savant ministre luthérien. Sa mère avait observé que son bébé cessait de pleurer quand il voyait des fleurs. À 4 ans, le petit garçon avait appris le nom des plantes et que les collectionnait dans des herbiers à l'indignation de son père qui menaçait de jeter ses collections. La mère, qui avait acquis dans sa propre enfance campagnarde l'expertise des simples et de leurs vertus médicinales, avait remarqué que son fils partait en promenade botanique en soirée dès que le pasteur s'était endormi. Elle se relevait donc la nuit au retour de son fils pour le réchauffer et l'aider à cacher ses trouvailles. Il y mena un jour, le père surprit leur manège et décida d'envoyer Karl pensionnaire au collège. Il y mena des études sereines, car sa mère prenait toujours soin de placer ses herbiers dans ses bagages. Comme chacun sait, Karl Linné devint plus tard professeur de botanique à l'université d'Uppsala et pionnier de taxonomie scientifique. Par exemple, c'est lui qui, le premier, emploie le terme d'Homo sapiens. Alors, je vais peut-être trouver... Ah, ça, ce sont les parents, c'est merveilleux, on a les portraits des parents de Linné. Vous voyez le pasteur sévère et la mère qui est, ma foi, déjà charmante et qui avait l'esprit assez large pour permettre à son fils d'étudier la botanique. Plus souvent, et heureusement, la chronique des enfants prodiges révèle l'ardent soutien de la parentèle, la fierté de participer à la gloire de l'enfant et même à l'occasion d'en tirer un profit d'estime, voire même de revenus. Soit une noble famille milanaise, propriétaire de terres enrichie dans les magnaneries et le commerce de la soie. Le maître de maison, Pietro Agnesi, eut 3 épouses et 20 enfants. Une fille aînée, Maria Gaetana Agnesi, 1718-1799, remarquée dès le berceau, fut dotée d'une nourrice française, ce qui était une grande distinction, et de précepteurs distingués. Elle manifestait des facilités intellectuelles si précoces, si étonnantes, qu'alors qu'elle n'avait que 5 ans, son père se plut à inviter ses amis notables à venir l'écouter raisonner en français, écrire et réciter des poèmes que ce glorieux père s'empressait de faire imprimer à Milan et à Padoue. Quand elle eut 9 ans, en août 1727, dans leur résidence d'été à côté de Milan, la fillette, devant une assemblée mondaine, donna lecture de ses compositions et prononça un plaidoyer long et vengeur sur les aptitudes éminentes des femmes liées simplement à la couture, alors qu'elles pourraient donner toute l'ampleur de leur intelligence dans les sciences et les arts. À 11 ans, elle avait compris les éléments d'Euclide et s'avançait en mathématiques et en physique. À ses premières connaissances de langues modernes et anciennes, elle ajoutait l'allemand, l'espagnol et l'hébreu. Elle était alors appelée Oracolo di sette lingue, un oracle en 7 langues. Son père persistait à la faire discourir devant des auditoires illustres, tandis qu'une sœur cadette l'accompagnait d'intermèdes au clavecin. À 20 ans, Maria Gaetana était célèbre. La voilà.
était si célèbre que des savants et des princes arrivant à Milan ne manquaient pas de venir la saluer. Plus tard, le pape Benoît XIV lui fit attribuer à l'université de Bologne une chaire de mathématiques. À la fin de sa vie, elle est morte en 1799, elle était rangée dans les littératures italiennes comme l'un des plus grands auteurs de la langue italienne, et aujourd'hui encore, plusieurs grands établissements d'enseignement, à Milan notamment, portent son nom. Le mérite d'un enfant prodige paraissait évidemment dans ses performances admirables, mais il faut constater que sa réputation sociale et mondaine pouvait être soumise à des fluctuations de mode, qu'elle dépendait des convenances d'une génération. Sa réputation s'insérait dans une sorte de tourisme culturel, dans la curiosité d'une élite aristocratique et lettrée qui le plus souvent s'extasiait, mais qui parfois pouvait venir à manquer. Évidemment, tous les enfants surdoués ne jouissaient pas nécessairement d'un environnement social élevé et favorable, ni des chances de santé qui assurassent au cours de leur avancée en âge le maintien de leurs talents exceptionnels et l'égale qualité de leurs exploits. Si leur renommée ne dépassait pas un cercle familial et local, si leur capacité venait à faiblir, si, a fortiori, ils succombaient à une maladie du jeune âge, leur trace allait s'effacer dans les mémoires. Leur existence passagère ne laisserait pas de souvenirs ou ne serait mentionnée qu'au hasard d'un témoignage isolé, comme un fait divers de rencontre. Un sage du temps de Henri IV, c'est un médecin de Limoges qui disait « Ne précipitons jamais rien. Un fruit précoce n'est souvent qu'un fruit acide. » Les mises en garde ne manquaient pas contre la fragilité de prétendus enfants prodiges. Ces mises en garde réunissaient les réserves des médecins envers les dangers de croissance trop rapide, et puis la méfiance ou la jalousie de l'opinion devant des parents trop prétentieux et les cuistreries scolaires de collégiens. Il est vrai que les exemples de célébrités avortées, là non plus, ne manquent pas. À l'hiver 1643, un religieux de l'ordre des Servites, le père Mezzetti, prédicateur mendiant, remarquait la piété d'un petit villageois de 3 ans, Giacomo Gibertoni, fils d'un tisserand de chanvre et de lin du lieu-dit Budrio, près de Carpi, dans le duché de Modène. Il obtenait des parents de pouvoir l'emmener à son couvent de Bologne. En 4 ans, il réussit à lui apprendre le latin, le grec et un peu d'hébreu. Il l'enseignait sans grammaire ni leçon, en simple conversation familière. Quand le garçon eut 7 ans, les Servites organisèrent à Rome, en juin 1647, dans leur église romaine, San Marcello in Corso, une présentation de leur petit génie donnée en spectacle. Effectivement, un vaste auditoire de prélats et de savants romains s'émerveilla d'entendre l'enfant de Budrio répondre à de nombreuses questions sur toutes sortes de domaines selon les procédés des soutenances universitaires. Après ce succès, les Servites attendaient du pape, Innocent X, l'invitation à une audience. Elle tarda et puis ne vint pas. L'explication tenait sans doute à la prévention actuelle de la curie contre les ordres mendiants d'inspiration franciscaine, comme les Servites, qui ne correspondaient plus aux normes de l'époque, tant aux pratiques économiques qu'au style de la piété publique. Les mois passèrent, il fallut ramener l'enfant à Bologne, où il perdit bientôt le goût de l'étude. On l'envoya à Caldarola, dans les Marches, dans un couvent obscur. Là, on perd sa trace. Quant au père Mezzetti, il tomba dans un escalier et mourut d'un accident. Au siècle suivant, la mésaventure de l'enfant prodige de Budrio fut oubliée, son souvenir n'est mentionné que dans l'histoire locale de la petite cité de Carpi. On trouve un autre récit plus triste et plus stupéfiant avec la courte vie de Christian Friedrich Heineken, comme la bière.
Il naquit en janvier 1721 à Lübeck, qui était de souveraineté danoise à ce moment-là, fils d'un père architecte et d'une mère artiste peintre de fleurs. Il sut parler à 10 mois et lire à 12 mois. Son père lui écrivait les mots sur un carton et les lui faisait reconnaître dans un livre. À 2 ans, il lisait la Bible en latin. À 3 ans, il s'intéressait à l'histoire, au droit, à la généalogie et à l'observation des étoiles. En septembre 1725, il fut présenté au roi de Danemark, Frédéric IV, et à sa famille, en même temps d'ailleurs que des sauvages du Groenland. Il leur adressa des compliments latins de sa composition. Hélas, cet enfant était encore nourri au sein maternel. Soumis enfin au sevrage, à 4 ans et demi, il ne supporta pas le passage à une autre alimentation. Il annonça sa mort et mourut dans les bras de sa mère en juin 1726. Cette histoire peu croyable est cependant parfaitement documentée. Elle a été rapportée en détail par de savants contemporains. Telemann en aurait noté la nouvelle dans son journal et Kant en aurait plus tard entendu le récit. Alors, voilà, le petit Heineken, mort à 4 ans et demi. Soit encore un autre récit lamentable qui commence curieusement la même année 1721. Vit alors le jour Jean-Philippe Baratier. Il était fils d'un pasteur calviniste de l'église française de Schwabach, près de Nuremberg. Son père s'était pareillement engagé dans l'éducation précoce de son fils, lui apprenant à lire dès 3 ans, commençant avec le français, l'allemand et le latin. Au dire paternel, il donnait à ses leçons l'apparence de simples et aimables bavardages. À 6 ans, il ajoutait le grec et l'hébreu. L'enfant, véritable génie des langues, assimilait intuitivement les usages grammaticaux de diverses langues et savait construire par sa propre logique, sans qu'on les lui apprenne, les formes des conjugaisons des diverses langues. À l'insu de son père, pour rire, en guise de roman, il lisait des commentaires rabbiniques de la Bible. Il entreprit de traduire un de ces textes que son père fit publier en 1734 sous la signature de Baratier, étudiant en théologie. Il avait alors 12 ans. La musique l'assommait. Il s'agaçait des contradictions dans les livres d'histoire de l'Antiquité. Il voulait s'initier à l'astronomie et apprendre le chinois. Avançant en âge, il découvrait l'ampleur de ses ignorances et l'infinitude des connaissances. Il se désolait de rester au seuil de nouveaux champs de recherche. Il se décevait de lui-même, il mangeait de moins en moins, il faiblissait, il mourut de tuberculose en octobre 1740 à 19 ans et demi. Comme l'enfant de Lübeck, le cas de Baratier fut examiné, analysé, soumis à une critique savante qui fut publiée en 1755. Elle était due à un autre calviniste français exilé en Allemagne, François Fornet, qui était alors secrétaire perpétuel de l'Académie de Berlin. L'attention particulière accordée à de navrants épisodes d'échec était une nouveauté. Elle annonçait la défiance de beaux esprits envers le modèle des enfants prodiges. Les dates de ces récits précèdent en effet de peu les dénonciations par les philosophes des Lumières, des enthousiasmes trop éphémères, des promptes et inévitables déceptions de jeunes savants, des illusions de leurs parents trop complaisants. Au cours du XVIIIe siècle, l'espérance de vie s'allongeait. On ne croyait plus aux miracles. Les petites écoles et les collèges se multipliaient dans toutes les provinces. De nouvelles méthodes d'enseignement étaient inventées. L'éducation accompagnait la hausse des niveaux de vie.
La génération des Lumières vantait les vertus de l'éducation. Elle se voulait novatrice. Pourtant, ces censures retrouvaient les très anciennes critiques des dangers de la précocité. Il s'agissait sans doute pour les philosophes de rejeter l'idée que le génie fût un don de la providence et d'affirmer bien plus tôt les pouvoirs déterminants de la pédagogie, fille de la raison profane. Jean-Jacques Rousseau, dans l'Émile, 1772, rapportait pour les tourner en dérision les succès, 30 ans plus tôt, en 1742, d'un jeune garçon nommé Boisgelou, fils d'une riche famille de Montmorency. Quand il avait 8 ans, ses parents organisaient des déjeuners mondains où on faisait monter l'enfant sur la table au dessert pour y jouer du violon. Alors là, c'est pas du XVIIIe siècle, mais c'est l'enfant qui monte sur la table pour jouer au dessert. De même, Diderot ridiculisait des parents qui mettaient en spectacle leur fils de 5 ans, capable de résoudre des questions de mathématiques posées par le public. Je serais désolé, écrivait Diderot, que ce prodige m'appartint. Cela sera à l'âge de 15 ans, ou mort, ou stupide. C'est écrit en 1760. D'Alembert, lui aussi, rejetait les petits prodiges de l'enfance qui, souvent dans l'âge mûr, sont à peine des hommes ordinaires, esprits nés avant terme, que la nature s'épuise à faire croître, comme si elle ne se sentait pas la force de les achever. C'est écrit en 1779. Mozart lui-même eut ses légendes noires. Ainsi, on accusa son père d'usurper le nom de son fils, alors âgé de 12 ans, pour donner à ses propres compositions, celles du père, le faux prestige d'un enfant prodige. Cette cabale, montée par l'orchestre de l'Opéra de Vienne en 1768, aboutit effectivement à retarder d'1 an la présentation de La Finta Semplice, la fausse ingénue, bien sûr, le premier opéra bouffe du jeune génie. On blâma aussi l'avidité de ce même père qui exposait les fragiles santés de sa fille et de son fils dans de longues et dangereuses tournées théâtrales. Alors là, vous avez Wolfgang et Nannerl et le père et la mère qui est morte très tôt. Là, c'est celle qui est toujours très souvent représentée. Si on voyait l'image complète, il y a un détail qui est tout à fait important, enfin qui est répété, c'est qu'on lui met des coussins pour qu'il soit à la hauteur du clavier. Et alors, bon, là, je termine là-dessus. Vous voyez, la popularité on pourrait les multiplier à l'infini. Il y a toute une série d'images du chocolat ou des tisanes Liebig qui sont à Marbourg, je crois. Et alors, vous voyez là l'impératrice qui reçoit le petit Wolfgang qui a 3 ou 4 ans. Après la mort de Mozart, les gazettes continuèrent à fabuler. On raconta qu'il avait composé son requiem dans une dernière nuit et qu'il était mort d'épuisement au matin. On colporta ensuite le bobard d'une mort criminelle. Il s'agissait, comme vous savez, en fait, d'un délire de son ami Antonio Salieri, esprit égaré à la fin de sa vie, s'accusant de ce crime fantasmé dans le grand hôpital de Vienne où il avait été accueilli en 1823. La rumeur du meurtre de Mozart par Salieri, colportée à Vienne et à Paris, arriva jusqu'à Moscou
où Pouchkine, en 1832, en fit une petite tragédie théâtrale où il reprenait le thème qu'il avait traité plusieurs fois lui-même dans des nouvelles de Boris Godounov, meurtrier du jeune tsarevitch Dimitri, qui représente Boris Godounov avec le remords que Boris Godunov du meurtre de Dimitri promis à la gloire s'il avait été tsar, bien sûr. Rimsky-Korsakov, en 1894, en fait le sujet d'un opéra, et la fable a repris son envol dans le film Amadeus de Milos Forman en 1984. Toutes ces fables posthumes ressemblent à une sorte de rançon du génie. Une longue vague, on pourrait dire qu'il y a une sorte de longue vague culturelle dans toute l'Europe qui s'étend des Lumières au romantisme et qui semble conforter cette scandaleuse fiction d'une rançon que le génie devrait payer. Dans les salons, les théâtres, les concerts, à cette époque, vers 1800-1820, on allait applaudir des virtuoses à peine sortis de l'enfance. On allait acclamer de très jeunes, charmantes et admirables actrices ou cantatrices, comme Sophie Arnould ou la Malibran, l'une et l'autre adorées, très jeunes, et disparues obscurément. Là, on peut dire, placer que le fait que la vogue des cantatrices qui sont adolescentes et qui sont adorées et qui deviennent des objets d'adoration publique, ne date que de la deuxième partie du XVIIIe siècle. Et que, alors bien sûr, elle n'a pas de... Elle continue aujourd'hui, mais les deux cas de Sophie Arnould, sa plus grande gloire, c'est les années 1770-80. Quant à la Malibran, c'est vers 1820-30 et elle meurt très, très jeune. L'une et l'autre, pour Sophie Arnould, c'est simplement qu'elle avait vieilli et qu'elle n'avait plus la voix qu'elle avait eue auparavant. Mais enfin, l'une et l'autre sont assez représentatives des cantatrices apparaissant extrêmement jeunes et disparaissant prématurément. Ces nombreux et exaltants héros juvéniles devaient en quelque sorte payer la rançon de leur gloire. Les réserves chagrines et moralisantes des philosophes posaient des arguments qui reprenaient une fois encore les avertissements de la fragilité des réussites trop précoces, de l'imprudence de brûler les étapes et du danger d'épuiser trop vite les chances que la nature accorde au destin de chacun. À la naissance, un individu a un compte exact de chances et de moyens. S'il les dépense dans ses premières années, il en épuise la provision native. La manifestation de prodiges dans l'enfance est donc un gaspillage fatal. Par la consommation prématurée de ses dons, l'enfant va nécessairement se procurer une mort prochaine. Les prophètes de malheur renouaient sans l'avouer avec l'hypothèse souvent rejetée et toujours renaissante d'une immense et secrète loi d'équilibre et de compensation en toute chose et en chaque individu. Cette théorie de l'équilibre et la compensation était implicite dans l'ancienne théorie médicale des humeurs, qui vantait les mérites du juste milieu. La théorie médicale enseignait qu'entre tous les mélanges des humeurs, un mélange d'humeurs, c'est un tempérament. Le tempérament le meilleur de tous, c'est le tempérament bien tempéré, qui réunit également, en quantité égale, les 4 fluides vitaux. Il est le meilleur des tempéraments, tant pour les fonctions du corps que pour les passions de l'âme. La médecine humorale, vous le savez, était en désuétude scientifique déjà au XVIIIe siècle. Mais, par son vocabulaire et ses préceptes, elle demeurait enfouie, elle y est toujours, dans le moralisme collectif, prompte à être reformulée même par des savants qui la recouvriraient d'autres termes. Ainsi, au début du XIXe siècle, Malthus calculait
que la croissance du nombre des humains entraînerait logiquement la disette des ressources. De même, quand lentement, au cours du XIXe siècle, la vaccination de Jenner commença de faire reculer la mortalité variolique, de tristes augures prédirent que le surplus des vies sauvées serait nécessairement compensé par l'apparition de nouvelles infections. Rien ne se perd, rien ne se crée. Noël au balcon, pas cotisons. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. C'est la compensation. Vers 1850, les avancées de la psychologie et de la médecine changèrent les regards sur la société, l'enfance, l'éducation. Les performances étonnantes de certains enfants ne furent plus désormais considérées comme des événements inexplicables, fabuleux, mais comme des manifestations de l'intelligence et des comportements. Manifestations certes extrêmes, mais dignes d'étude. S'extasier ne suffisait pas. Il convenait d'observer et de mesurer les variations de l'intelligence. Dans de telles recherches s'engageaient des psychologues et statisticiens comme Francis Galton, cousin de Darwin, à Cambridge en 1865, ou le français Albert Binet, 1857-1911, médecin, pionnier de la psychométrie, qui obtenait la création en France de classes pour enfants débiles, d'abord, en 1905, et d'enfants plus avancés en 1908. À ce moment de civilisation, au début de notre époque, les possibilités de naissance d'enfants prodiges n'avaient sûrement pas disparu. La proportion de précocité infantile extraordinaire n'avait pas sans doute évolué, mais leur réputation s'était certainement banalisée. Peut-être leur plus grand nombre contribuait-il à effacer leur fascination dans l'opinion générale. Alors je me garde d'aller plus avant dans ce champ de recherche trop contemporain où je n'ai nulle compétence. Alors je vais esquisser une conclusion. J'avoue qu'en m'engageant dans cette étude, j'étais assez naïf pour croire que le prodige d'un enfant surdoué rayonnait sans conteste dans son époque et que la postérité en conservait les échos. En fait, la lecture des chroniques reflète certes nombre de moments de gloire et d'émerveillement, mais elle révèle aussi des épisodes de soupçons et de désillusions. Plus gravement encore, elle laisse imaginer le sort d'enfants surdoués dont les qualités rares n'ont pas été reconnues ni par la famille ni par l'école. Ils n'ont pas été recensés parce que leurs dons, trop insolites, trop inattendus, ne correspondaient pas aux modes d'une époque, ou bien, plus généralement, parce qu'ils n'appartenaient pas aux disciplines dites classiques, c'est-à-dire celles que reconnaissent les programmes et les calendriers des académies, je veux dire des institutions d'enseignement. Peut-être ces individus eux-mêmes n'ont-ils pas été conscients de leur propre virtualité. Leurs cas sont donc à jamais inconnaissables. La découverte et la célébration d'un jeune génie suppose à la fois les souvenirs de parents et de témoins, la caution d'un grand contemporain, l'écriture de connaisseurs, et enfin l'impression et la diffusion de ces textes. Le ton des récits dépendait du caractère des auteurs, du but qu'ils se proposaient, qui pouvait être la curiosité momentanée des gazettes, comme par exemple Mozart est mêlé la même année où il vient à Paris avec les débordements de l'Escaut et avec un hiver exceptionnel. Les curiosités momentanées des gazettes, la mémoire sacrée d'un ordre religieux, la gloire posthume d'une famille, l'édification ou l'instruction des lecteurs à venir. Autrement dit, les dons exceptionnels d'un enfant ne suffisaient pas en eux-mêmes pour franchir les obstacles ordinaires du jeune âge
et pour émerger hors de la multitude des événements et des étrangetés de l'actualité. Les accomplissements juvéniles dans les arts ou les lettres ne reçoivent pas le même accueil en tout lieu et en tout temps. C'est ainsi que l'identification et la célébration d'enfants prodigieux me semble avoir été un phénomène intellectuel particulièrement développé, propre au temps moderne. Ce phénomène constituait alors une sorte de scénario socio-culturel qu'on pourrait croire éternel, intemporel, mais qui peut être regardé plutôt comme un type d'événement historique, original et daté, qui aurait eu un éclat spécifique, mérité, pendant 3 ou 4 siècles, à peu près de la fin du XVe siècle jusqu'aux premières décennies du XIXe siècle. Voilà ce que vous en pensez. Vous pouvez me le demander par des questions. Ça, c'est Baratier. Voilà, Heineken. Ça, c'est Agnesi. Voilà, les parents Linné. Ça, c'est Pascal. Ça, c'est l'histoire d'Handel. Alors ça, c'est une légende aussi. C'est suppose, nous sommes là au XIIIe siècle. C'est Cimabue, le peintre qui est encore des fonds dorés, si vous êtes en perspective, qui reconnaît un jeune pâtre qui dessine une chèvre avec un morceau, un caillou sur une pierre. Cet enfant, il va reconnaître son génie, il s'appelle Giotto. Et alors bon, ça c'est raconté par Vasari au XVIe siècle. Alors l'enfant Jésus, là c'est ce petit garçon qui a repéré, qui s'est donné les références de librairie à la stupéfaction du vieux libraire. Ça c'est supposé être l'enfant Bernouilli découvrant les éléments d'Euclide. Ça, c'est alors j'en ai pas parlé, c'est le petit Beauchâteau. C'est un poète qui, dans les années 1650, s'est promené à la cour du jeune Louis XIV, les parents étaient des comédiens du roi. Ils ont obtenu pour leur petit garçon qui avait 8-9 ans des bourses données par le chancelier Séguier, par Mazarin. Et donc, ils ont une gloire de 3 ou 4 années. Et puis, il est passé en Angleterre, et puis il est parti en Orient, et après, on a disparu, on ne sait plus qui il a été. Adrien Baillet, qui est le biographe posthume de Descartes, a dit que c'était l'exemple justement du génie fané trop tôt, et que sans doute sa poésie, qui avait pu éblouir, était en fait un exercice de cuistre de collège, et que c'était l'exemple même du faux génie. Donc déjà, à la fin du XVIIe siècle, on entreprenait, si vous voulez, de décrier le génie, avec cet exemple-là. Alors là, voilà, ça c'est le parangon donc, du génie, le jeune Pic de la Mirandole. Alors j'ai parlé de Mozart, mais bien sûr, ce que je vous en ai rapporté est sur déjà une critique qui survient alors qu'il est un jeune homme, un homme mûr, où il cesse d'être il est tout de suite un génie précoce, mais ensuite il est un génie affirmé. Mais il y a des fables qui s'ajoutent constamment. Alors l'idée que le père avait exposé Mozart, Wolfgang et Nannerl trop tôt au risque de les faire périr de maladies, c'est quelque chose qui traîne dans les gazettes après la mort de Mozart, et où on dit que Mozart a toujours été un enfant,
qui n'a jamais grandi, que c'est la faute de leur père, justement, de ce traitement, de les maintenir en danger, d'empêcher, au fond, la croissance intellectuelle de Mozart. Ça a été écrit, ça, dans les années 1790, et alors il y a un vengeur, si on peut dire, un médecin, Tissot, qui est un des ancêtres de, je dirais, de la santé infantile, qui dit qu'au contraire, qui défend le père Mozart en disant que il avait fait, au contraire, permis leur développement. Enfin, ceci pour montrer qu'il y a une sorte de hantise, si vous voulez, des gaspillages que représenterait le génie trop précoce. Oui, pardon. Je voulais savoir si on pouvait classer éventuellement Léonard de Vinci parmi les génies précoces, selon vous. Eh bien, à vrai dire, certainement, mais je manque d'anecdotes, si vous voulez, sur l'enfance, sur la jeunesse de Léonard de... Bien sûr, c'est un génie. Le problème, c'est il a certainement dû être génial dans son enfance, mais on n'a pas d'anecdote qui soit rapportée. Si vous voulez, celle sur Cimabue et Giotto, celle, il y en a d'autres des artistes, c'est Vasari. Qui a fait dans les vies des artistes, c'est 1540-1550. Il a recueilli les anecdotes qui traînaient. J'en connais pas pour l'enfance de Léonard de Vinci. En tout cas, Vasari n'en a pas cité. Ah oui, on peut dire ça, oui. Oui, non, mais je pense que Vasari fait une notice, mais je n'avais pas d'anecdote particulière. Bon. Oui, pardon. Pourquoi est-ce que c'est propre à l'époque moderne Mais parce, vous voyez, le terme dans l'Antiquité n'est pas envisagé. Plutarque cite les enfants, les exploits d'enfance de héros, de grands personnages, mais c'est plutôt des naïvetés qui sont charmantes, qui montrent qu'ils sont très intelligents, mais qui n'expriment pas, qui sont en décalage par rapport à leur âge, mais qui n'expriment pas le génie, qui sont plutôt touchantes que géniales. Et le terme de puer senex, de l'enfant vieillard, est péjoratif, bien sûr. C'est-à-dire que il n'y a pas d'anecdote antique d'enfant génial. Et il faut attendre un regard médical sur la nature humaine développé au XVe siècle avec la critique des médecins antiques, avec, si on peut dire, la redécouverte des médecins antiques. Ils n'ont jamais disparu, mais mettons qu'on les soumet plus volontiers à la critique, et donc qu'on a donc la possibilité, puis c'est le moment des grandes découvertes, donc on découvre des Indiens, est-ce que ce sont des animaux ou des hommes? Bon, alors on peut se demander là aussi, il y a des enfants, on trouve des enfants sauvages au XVIe siècle, il y en a plusieurs là, on n'en parle pas auparavant, et il y en a plusieurs en Allemagne, en Italie, alors ils sont revenus à l'animalité, c'est-à-dire que on peut se demander où sont les limites de l'humanité. Le retour à l'animalité ou dépasser la surnature grâce à la providence ou grâce à des arts magiques. Donc, si vous voulez, l'examen du génie précoce commence là. Et ensuite, au XVIIIe siècle, en quelque sorte, on s'en lasse. C'est-à-dire que il y a évidemment le type, ceux qui on vous montre l'histoire de l'enfant qu'on met sur une table pour, il doit y en avoir des dizaines, et ça doit exaspérer des bons esprits. Et en tout cas, ça exaspère déjà Adrien Baillet qui écrit vers 1680. Alors c'est donc le phénomène, c'est donc un scénario culturel, socio-culturel, qui est admis et admiré à juste titre
Ça ne veut pas dire que ce soit faux, hein. C'est simplement, il y a une fascination sociale qui va disparaître au cours du XIXe siècle, justement parce qu'il y a trop d'enfants géniaux. Merci beaucoup pour cette très intéressante conférence. Vous avez très bien montré qu'effectivement les génies sont les reflets des centres d'intérêt du temps de l'époque. Avec Pic de la Mirandole, on a véritablement un savoir encyclopédique de type je dirais médiéval. Enfin, on a vraiment le lien très, très proche avec le Moyen-Âge. Est-ce qu'on n'observe pas justement, au fur et à mesure de l'époque que vous étudiez, une spécialisation des domaines d'exercice justement du génie par rapport à l'opinion de l'époque? Est-ce qu'on n'a pas en même temps que la progression des connaissances, une focalisation sur des disciplines particulières en lieu et place d'un savoir de type encyclopédique à la oui, manière certainement. dont le Moyen-Âge pouvait le C'est-à-dire construire. que là, je donne des exemples qui sont plus faciles de musiciens ou de mathématiciens. Mais les enfants, les prodiges de mémoire d'enfants lettrés, de juristes ou de théologiens, je veux dire, ils sont moins amusants à raconter. Mais il y en a qui sont tout à fait extraordinaires. Grotius, par exemple, à l'âge de 5-6 ans, savait des livres de droit entiers, etc. Et à l'âge de 15 ou 16 ans, il fait partie d'une ambassade des Provinces-Unies envoyée à Henri IV. Et Henri IV voit ce jeune garçon qui est avec les ambassadeurs des Provinces-Unies. Bon, il est prodigieux, mais on a ce récit. Mais alors, il y en a, c'est des exemples de lettrés. Alors, notamment le fils d'un pasteur de Nîmes qui est exclu du synode d'Ordrecht parce qu'il est supposé avoir communiqué ou publié des conclusions des débats qui n'auraient pas dû être. Donc il est exclu de la communauté protestante, il se convertit au catholicisme et il est nîmois dans les années 1630 et il est mis en relief, si on peut dire, par le gouverneur du Languedoc, qui est, est-ce que c'est le duc de Montmorency, je ne sais plus, et non, c'est pas lui. Enfin bon, peu importe. On le porte à Paris, l'enfant de ce pasteur, et il est examiné par Richelieu, qui le donne une dot d'une bourse très importante. Il est montré à l'Assemblée des évêques en 1642 ou 43 et on lui donne une bourse très importante dans un collège parisien et alors qu'il il répond justement on l'interroge à livre ouvert au hasard de l'ouverture sur la Bible ou sur le Nouveau Testament et il doit répondre à livre ouvert. Et il satisfait l'Assemblée du clergé alors qu'il a donc, je sais pas, 10, 12 ans. On le dote donc superbement et à la fin de sa vie, il devient bibliothécaire du roi, mais ça devient, je veux dire, on s'extasie, il reste toujours intelligent, mais il a été rattrapé par tout un tas d'autres lettrés. Les merveilles qu'il faisait quand il avait 14-15 ans sont ensuite devenues il n'a pas progressé au-delà. Donc il est retombé dans la normalité. Et alors, il ne mériterait pas, si on peut dire, il a été génial, mais raconter sa vie, si vous voulez, n'est pas aussi stupéfiante que celle du petit Heineken à 2 ou 3 ans. Bon, si vous êtes satisfait. Alors, le lien avec
aujourd'hui, c'est évident. Il y a des... C'est dans les années 1950 aux États-Unis qu'il y a des études justement sur les gifted children, les enfants surdoués, et des classes spéciales. Alors, aux États-Unis, dès 1910 environ, il y a des gifted children schools. Et puis, dans les régimes totalitaires, dans l'Allemagne nazie, dans l'Union soviétique, il y a des avantages pour les enfants surdoués qui sont promus. Et de ce fait, après 1945, il y a une défiance des démocraties au nom de l'égalitarisme envers le traitement particulier qu'on accorderait aux enfants surdoués. Alors, on peut dire, on offre un sacrifice à l'égalité en entraînant une injustice d'une partie très étroite de l'enfance qui aurait pu, elle, avoir un développement plus brillant. Voilà, on peut compenser, parvenir à l'égalité par l'injustice. Enfin, vous voyez bien toutes les polémiques qu'on peut faire dans les deux sens.